Bonsoir. Un mois après la découverte du premier cas de coronavirus au Cameroun, le pays compte plus de 1000 malades selon des chiffres du ministère de la Santé publique. L'on enregistre également plus de 300 personnes qui ont guéri de la maladie pour plus de 40 qui ont malheureusement perdu leur vie du fait de cette pandémie. Question ce soir autour de la réponse du gouvernement contre cette maladie. Nous ferons également la situation épidémiologique du Cameroun actuellement et nous questionnerons aussi le rôle joué par l'Ordre national des médecins du Cameroun pour contrer la propagation du Covid-19 au Cameroun. Bienvenue à Parole d'Homme sur Canal 2 International. Notre invité ce soir est le docteur Gervais Gabriel Atedjoué. Il est secrétaire général de l'Ordre national des médecins du Cameroun. Bonsoir docteur et bienvenue. Bonsoir Michael. Je rappelle que vous êtes chirurgien, pour être précis, chirurgien viscéral. Exactement. Voilà. Avec vous, on va tenter de recueillir votre expertise et également la position de l'Ordre national des médecins du Cameroun sur l'épidémie de coronavirus qui sévit au Cameroun depuis plus d'un mois maintenant. Et la première question, docteur, que j'ai envie de vous poser est celle-ci. Où est passé l'Ordre national des médecins du Cameroun depuis le début de cette crise sanitaire dans notre pays? Michael, ce que je peux dire, c'est que l'ordre des médecins est bel et bien là, présent. Mais ce que vous devez savoir, c'est que la riposte qui est maintenant engagée contre cette pandémie ne peut pas souffrir d'actions, je veux dire, individuelles, par-ci, par-là. C'est une pandémie mondiale qui a été déclarée par l'Organisation mondiale de la santé et qui a été prise à bras le corps depuis le début par notre tutelle. Et dans pareil cas, il n'y a que la tutelle qui impulse le mouvement. Si l'ordre devait participer, l'ordre participe déjà parce que l'ordre c'est qui? C'est tous les médecins. Tous les médecins qui sont au front et qui sont en première ligne sont des membres de l'Ordre national des médecins. Donc ne vous attendez pas qu'il y ait un son particulier venant de l'Ordre des médecins et que ce son ne fasse pas partie de toute la musique qui est mise en œuvre maintenant par le gouvernement. Donc l'Ordre participe à la riposte, mais l'ordre ne peut pas engager des actions individualisées par rapport à cette riposte, parce que c'est des choses très sérieuses. Mais l'opinion estime que vous êtes tellement absent, on se sera attendu à voir l'ordre des médecins, par exemple, prendre des positions sur des questions techniques purement scientifiques, par exemple. L'on voit, par exemple, dans des plateaux télévision, pour ce qui est du déploiement médiatique des médecins qui s'expriment à titre personnel et bien d'autres, et parlent parfois au nom des médecins, peut-être certains qui n'ont pas reçu l'aval de l'Ordre national des médecins du Cameroun. On se sera attendu, je le disais tout à l'heure, à ce que l'ordre prenne des positions sur des considérations techniques et purement scientifiques, mais ce n'est pas vraiment le cas depuis le début de cette pandémie. Michael, vous savez, malheureusement, l'ordre n'a pas un organe de communication tel une télévision, une radio ou quoi que ce soit. L'ordre ne peut intervenir que quand l'ordre est sollicité. La preuve, vous m'avez sollicité en tant que secrétaire général de l'ordre, je suis là ce soir. Et à chaque fois qu'on a sollicité un de nous, nous sommes toujours allés. Parce que nous estimons que c'est très important de contribuer à cette communication au vu de tout ce qui se passe. Et même des informations, je veux dire, totalement contradictoires et dangereuses qui circulent, soit parfois sur les plateaux de télé, soit dans... Des informations parfois relayées par certains médecins. C'est pour ça qu'on reproche à l'ordre de rester parfois muet. Maintenant, ce que nous voulons dire, c'est que quand un médecin va sur un plateau de télévision communiquer sur son art, c'est ce qui est demandé à tout médecin. C'est demandé à tout médecin. Donc on ne peut pas le reprocher à un médecin d'aller d'abord demander l'avis de l'ordre ou l'accord. Non. On parle de la science. Moi, si je dois parler de chirurgien en tant que chirurgien, je n'ai pas besoin de l'accord de l'ordre.
Je vais parler de chirurgie en tant que chirurgien et tout ce que je vais faire comme déclaration m'engage à titre personnel. Ça, c'est très important. Donc, pour répondre à votre question, vraiment, à chaque fois que nous avons été sollicités, que ce soit le président lui-même, que ce soit nous autres, membres du conseil, ainsi de suite, on s'est toujours soumis à cet exercice. Quel est donc le plan de mobilisation ou alors le plan de riposte conçu par l'Ordre national des médecins du Cameroun pour barrer la voie à la propagation? Mais je viens de le dire à l'instant, il n'est pas imaginable que l'Ordre élabore son propre plan de riposte. Il n'y a qu'un seul et unique plan de riposte. Le plan élaboré par le gouvernement. Exactement. Et tout le monde va maintenant s'aligner, participer à ce plan. Parce que comme je vous le dis, il suffit qu'il y ait une petite cacophonie et tout va dans tous les sens. Et quand ça va dans tous les sens, il suffit d'une demi-journée ou d'une journée pour qu'on ne maîtrise plus rien. Donc il n'est pas imaginable. Vous suivez bien ce qui se passe dans les pays dits développés, les autres pays à côté. Il y a un seul plan mis en place par l'autorité qui a qualité pour le faire. Et maintenant, toutes les autres institutions, toutes les autres instances viennent se brancher à ce plan-là. Hein? Et en ce qui nous concerne, nous ne pourrons pas imaginer que l'ordre commence à donner son plan. Ce sera soit on répétera la même chose que le gouvernement, ce que nous faisons, soit on dira quelque chose qui sera contre ce que le gouvernement a dit. Et là, c'est dangereux. Une certaine opinion se serait attendue à ce qu'une équipe d'épidémiologistes, je prends cet exemple parce qu'on est dans le cas du coronavirus, constituée venant de l'Ordre national des médecins du Cameroun, présenta une stratégie, la stratégie justement qui porte la lutte contre le Covid-19 au Cameroun, même si c'est sous la houlette du gouvernement, comme vous le disiez tout à l'heure, mais que l'on sente au moins cette implication-là de l'Ordre national des médecins du Cameroun. Je pense, Michael, que là, il faut déjà qu'on reparte même sur les attributions de l'Ordre national des médecins. Quand on parle des attributions de l'Ordre national des médecins, vous comprendrez que l'Ordre n'a pas en son sein des équipes d'épidémiologistes, des équipes de tant, non, c'est pas ça. Maintenant, comme je viens de vous le dire, tout médecin exerçant au Cameroun est membre automatique de l'Ordre national des médecins. Il peut donc, à titre individuel, ou alors représentant le corps médical, faire une certaine communication. Mais de toutes les façons, cette communication, elle aussi, doit être maîtrisée. Vous venez de me dire à l'instant qu'il y a des médecins qui vont sur des plateaux de télévision donner des informations. Il y a des charlatans et bien d'autres voilà, qui se font passer pour des médecins, des tradis praticiens qui prennent la parole et se présentent comme médecins, effectivement. Est-ce que l'ordre, justement, ne doit pas mettre un peu de l'ordre dans cette... Nous, on met de l'ordre. Ouais. Vous savez, une fois de plus, je parlais du fait que l'ordre n'a pas un organe de communication tel. L'ordre n'a pas non plus, je ne sais pas, des forces qui permettent... des policiers, gendarmes pour aller dire aux gens... Non, on n'a pas cela. Parlez pas. Évidemment, nous jouons notre rôle. Et de par le passé, en dehors d'ailleurs de cette pandémie, vous savez qu'il nous est arrivé de prendre des décisions. Et des décisions qui sont dans, comment dirais-je, qui rentrent dans nos prérogatives. Mais comme nous n'avons pas des forces nécessaires pour les faire appliquer, ça n'a jamais prospéré. Hein? Et malheureusement, nous devons toujours à chaque instant nous reposer sur les structures de l'État, les organes de l'État, que ce soit la police ou ainsi de suite, ou la justice, pour faire appliquer cela. Et là, nous ne tenons plus, nous n'avons plus la main. Selon vos explications, qu'est-ce qu'on comprend, docteur Atedjoué, que la stratégie actuelle qui vise justement à combattre le coronavirus, la stratégie portée par le gouvernement, est celle de l'Ordre national des médecins du Cameroun. L'Ordre national des médecins fait chorus avec cette stratégie du... Absolument, absolument. On fait chorus. Et pourquoi? Parce qu'au moment de la mise en place,
le ministre de la Santé a tout le temps impliqué les ordres socio-professionnels, à savoir l'ordre des médecins, l'ordre des pharmaciens, l'ordre des chirurgiens dentistes et puis l'ordre des paramédicaux. À chaque fois, nous avons été conviés à plusieurs réunions pour, comment dirais-je, pour réfléchir sur la mise en place de ce genre de choses. Et d'ailleurs, à chaque étape, parce que, comme vous devez le savoir, parce qu'on a tendance à reprocher, oui, ils ont mal fait, ils n'ont pas bien fait ou ils n'ont pas fait à temps. Le drame de cette pandémie, où que ce soit aux États-Unis, en France, les pays dits développés, c'est un enfant qui apprend à marcher. Et cet enfant qui apprend à marcher découvre un certain nombre de choses, un certain nombre d'attitudes, un certain nombre de réflexes au fur et à mesure qu'il apprend à marcher. Ça veut donc dire que c'est au fur et à mesure que nous gérons cette épidémie qu'on commence à découvrir un certain nombre de choses et surtout qu'on commence à avoir les bonnes réactions. Et si vous vous souvenez bien, vous vous rendrez compte qu'au début, il y a eu peut-être une hécatombe parce que, on ne comprenait même pas ce que c'était cette maladie. Et au fur et à mesure de la compréhension de cette maladie, on commence à avoir une relative bonne maîtrise de la gestion de cela. Donc, c'est pour vous dire que vraiment, en ce qui nous concerne, nous sommes en phase avec les autorités qui ont mis en place un plan de riposte et qui nous ont toujours impliqués et à chaque étape. À ce jour, au moins 3 médecins, au moins 3 de vos confrères sont décédés dans cette maladie. À ce jour, au moins 3 de vos confrères, je le disais, sont morts. Ce sont encore des chiffres donnés par le gouvernement. Ce sont des chiffres exacts. 3 médecins morts dans cette crise. Les chiffres que j'ai en ce moment, nous avons effectivement 3 confrères qui sont décédés. Nous en avons plusieurs qui étaient positifs, qui ont été hospitalisés, qui sont guéris aujourd'hui. Ils font partie de la cohorte des patients qui ont été guéris. Il y a d'autres qui ont été testés positifs, mais qui sont asymptomatiques. Oui. Et je reviens encore sur l'Ordre national des médecins. Que fait justement cette organisation pour des médecins libéraux diagnostiqués positifs dans d'autres villes, dans des villes autres que Douala et Yaoundé, parce que les cas qu'on évoque très souvent, ce sont des cas de Douala et de Yaoundé. Je parle justement des cas de médecins libéraux qui sont dans d'autres villes, hors de ces 2 grandes villes que Douala et Yaoundé. Que fait l'Ordre national des médecins du Cameroun? Bon, la chance que nous avons déjà, c'est que le nombre de médecins en libéral, en dehors des grands centres urbains, est assez limité, sinon très limité. Ça, c'est déjà une grande chance. La deuxième chose que je dirais par rapport à cela, c'est que les statistiques ne tiennent pas compte du fait qu'on est médecin libéral à Douala ou Yaoundé ou médecin libéral à Konan. Ça ne tient pas compte de cela. On parle de médecins. Maintenant, qu'est-ce que l'Ordre des médecins a fait? Qu'est-ce que l'Ordre des médecins a pu apporter pour peut-être sécuriser les confrères? Il est vrai qu'en ce moment, les confrères se sentent un peu, comment dirais-je, abandonnés, peut-être négligés, pas abandonnés, mais le fait est réel, c'est que les confrères sont en première ligne. Et les plaintes les plus récurrentes sont relatives au fait que ils sont très peu sécurisés. Ils sont très peu protégés. Donc, automatiquement, ils sont très exposés à contracter cette maladie. Est-ce que vous avez justement le sentiment, docteur Atedjoué, qu'à ce jour, le gouvernement fait assez pour la protection de ces soldats-là qui sont en première ligne? Non, je ne peux pas dire que le gouvernement fait assez. Et d'ailleurs, je pense que ce serait ne pas dire la vérité que de le dire. Pourquoi? Parce qu'une fois de plus, je viens de le dire, c'est au fur et à mesure qu'on avance, c'est du tâtonnement, au fur et à mesure. Ils ont mis en place un certain nombre de dispositifs qui fonctionnent, mais ces dispositifs arrivent parfois à être débordés et ils sont obligés tout le temps de se recentrer, de se réajuster. Ça, c'est déjà... Donc, dire qu'en un temps T, ils font assez,
Oui, peut-être, mais non, parce qu'il faut toujours se réajuster, parce que l'histoire est plus ou moins telle qu'on le prévoyait, compte tenu de l'indiscipline des Camerounais. On avait peur que ça n'explose. Et nous observons une accélération des statistiques. Oui. Vous venez de le dire. Plus de 1000 cas qui ont déjà été déclarés positifs et ainsi de suite. C'est assez important. Oui. Et surtout quand on compare à d'autres pays autour de nous, c'est assez important. Donc il y a une grande accélération. Et avec cette accélération, il est possible, au vu de ce qui se passe partout, qu'on ne soit pas prêt à tout moment. Mais j'ai quand même... ça devrait être l'urgence, non? C'est l'urgence. Le plus urgent. C'est l'urgence. On va essayer de protéger ceux qui sont chargés. Exactement. Bon, pour revenir à votre question de tout à l'heure, qu'est-ce que l'Ordre des médecins a fait? Parce qu'il y a un médecin qui est réputé avoir perdu la vie parce que on est allé partout, il n'a pas pu avoir le traitement qu'il fallait. Un appareil respiratoire, par exemple. Exactement. Le docteur Chouamon. Maintenant, pour recentrer cela, l'Ordre des médecins, je parlerai d'ailleurs du président de l'Ordre national des médecins, qui a mis à disposition une structure d'une 40aine de lits, déjà équipés et tout, avec tout ce qu'il faut, et là dédié aux médecins et aux autres personnes qui font partie de la communauté médicale, c'est-à-dire les infirmiers, les chirurgiens, les pharmaciens et tout. Ça veut donc dire que ces soldats qui vont au front peuvent déjà se dire que s'il y a un souci, les arrières seront couverts. Je ne suis pas sûr que ce soit suffisant au cas où ça explose, mais nous pensons que les médecins, sachant où il faut mettre les pieds, quand il s'agit d'un endroit très exposés, sauront se prémunir pour ne pas attraper cette maladie. Et malheureusement, ceux qui attraperaient cette maladie sauront quand même que oui, on peut les amener à tel ou tel endroit. Et l'ordre à Douala, dont il y a cette structure qui existe. Elle est située où? Elle est située à la polyclinique de l'aéroport. Donc c'est un bâtiment de, je pense, 3-4 étages. Sur initiative de l'Ordre national des médecins du Cameroun. Oui, c'est le président qui a eu la magnanimité de mettre à la disposition du corps médical. Et maintenant, nous avons écrit au ministre de la Santé pour informer de cette disponibilité. Le ministre de la Santé nous a dit de nous mettre en rapport avec le coordonnateur médical local, qui est le professeur Louma, le directeur général de l'hôpital général de Douala, à qui l'ordre a remis la structure. Donc cette structure est déjà à la disposition du professeur Louma, qui peut donc la gérer comme il la gère normalement, mais sachant qu'elle est destinée aux confrères qui arriveraient à être infectés. Donc ça, c'est une des réponses. La deuxième réponse, c'est que l'ordre est en train de s'organiser pour importer un certain nombre de dispositifs de protection individuelle. Donc, on aura 10 000 masques, il y aura des blouses, des casaques, des combinaisons et tout. Malheureusement, comme vous le savez, tout ceci, pour des raisons logistiques, prend un peu de temps. Mais est-ce que ce n'est pas tard? L'initiative n'a pas été prise un peu tard? Non, je ne peux pas dire que c'est tard, puisque nous savons que le gros est devant nous. Vous avez entendu le président dire que les classes recommencent on en reparlera tout à l'heure. En juin, S'il dit ça recommence en juin, ça veut dire que nous sommes dans une phase ascendante et que le pic, ce sera peut-être en mai et en juin, on va atterrir. On parlera du pic tout à l'heure. Voilà. Alors, vos confrères et vous-même, d'ailleurs, vous vous trouvez donc exposés à cette maladie et exposés justement au front, en première ligne pour combattre. J'allais vous poser la question sur l'initiative justement de l'Ordre national des médecins, mais heureusement vous y avez répondu déjà en estimant que peut-être ce qu'a fait le président de l'Ordre national des médecins n'est pas peut-être suffisant, mais au moins c'est déjà quelque chose pour le personnel médical qui se bat au quotidien. Mais je vais ajouter quelque chose. Je vais vous dire que quand le président arrive à la décision de mettre en place cette structure, au début, l'Ordre des médecins, en association avec le syndicat national des médecins privés,
a tenu plusieurs réunions pour savoir ce que nous devions faire. Nous avons élaboré un projet de création d'hôpitaux de campagne, c'est-à-dire utilisant des chapiteaux et ainsi de suite. Nous avons écrit au ministère parce que c'était en fait le projet que nous voulions réaliser pour mettre à la disposition des confrères une structure capable de les accueillir. Nous avons écrit au gouvernement, au ministère de la Santé, qui nous a fait savoir qu'en fait, ils avaient déjà dans le pipe ce genre de projet. Donc, pour ne pas faire double emploi une fois de plus, parce que nous regardons tous dans la même direction, on s'est dit, soit, et on accepte. Seulement, la mise en œuvre de ce projet prenant un peu de temps, le président s'est donc dit, en attendant, et pour une certaine immédiateté, il pouvait donc mettre une structure qui était prête à l'emploi. Est-ce que ce n'est pas une attitude un peu discriminatoire? Laquelle? Prendre une initiative, par exemple, de créer des hôpitaux de campagne pour accueillir seulement les médecins ou alors le personnel soignant? Non, ce qui est sûr, c'est qu'un hôpital ne peut pas, une idée de dire qu'il y a un hôpital uniquement pour les médecins ne peut pas prospérer. Parce que nous connaissons, parce qu'on peut nous opposer le fait qu'il y a non-assistance à personne en danger. Donc, on le dit parce que c'est quand même très important sur le plan psychologique. Que quelqu'un qui va à la guerre sache que ses arrières sont assurées. Mais quand on a un médecin qui décède dans les conditions que l'on connaît par rapport à notre confrère, vous comprenez que, un, ça peut démotiver, deux, ça peut créer des désertions. Parce que ce n'est pas un secret pour personne pour vous dire qu'il y a certains qui, à un moment, se posaient même la question de... Jusqu'ici d'ailleurs, et on en parlera tout à l'heure. Et pour rester sur le décès de ce médecin qui n'a pas pu se trouver un appareil respiratoire pour le prendre en charge dans toute la ville de Douala, combien d'appareils respiratoires avons-nous au Cameroun à ce jour, docteur Atedjo? Combien d'appareils respiratoires avons-nous au Cameroun? Je vous avoue que je n'ai pas le décompte précis. Les chiffres parlent de 30. Mais c'est ce que j'allais dire. Ce que j'allais dire, c'est que je n'ai pas le décompte précis, mais ce que je sais, c'est que c'est autour un peu plus d'une trentaine. Ça, c'est les chiffres officiels. Mais nous savons aussi que nous venons de recevoir des dizaines. Il y a quelques jours seulement. Il y a quelques jours seulement. Donc, ça veut dire que, comme je vous ai dit une fois de plus, ça tâtonne et on réajuste au fur et à mesure. Maintenant, je vais quand même attirer votre attention sur le fait que, au début, on ne connaissait pas la maladie. Au fur et à mesure, on découvre la maladie et on la connaît le mieux. Ce qui est le plus important maintenant, c'est éviter que les personnes arrivent au stade où on va les brancher à une machine. Nous savons tous, et ça ce n'est pas chez nous, c'est les chiffres qui viennent d'ailleurs, que presque 90% des personnes qui sont branchées décèdent. Donc ça c'est, il faut vraiment qu'on se batte. Et de plus en plus, justement, avec les informations que nous avons en ce moment, nous savons qu'il vaut mieux prendre ces gens en charge de manière très précoce. Et même ce que nous voyons en ce moment, c'est pour ça que vous voyez les chiffres des guérisons augmenter, c'est parce que la meilleure connaissance commence aussi à être maîtrisée. Ça veut dire qu'on prend les gens à temps, et avec des protocoles bien adaptés, ce qui fait que... On parlera de ce protocole tout à l'heure et d'ailleurs, comment est-ce que ces 300 personnes, 396 autour de 400 ont fait pour pouvoir recouvrer la santé. Mais il y a quand même une question qui peut amener à s'inquiéter, docteur Atedjo. 30 appareils respiratoires pour tout un pays. Et vous parliez du pic tout à l'heure, qu'on n'a pas encore atteint dans notre pays, ça craint, non? Est-ce qu'il fallait justement, je pose la question autrement, peut-être la question du pic, on l'abordera tout à l'heure, fallait-il attendre l'arrivée d'une telle maladie au Cameroun pour penser qu'il faut acquérir des appareils respiratoires et bien d'autres? S'il n'y a pas eu un peu de négligence de la part de nos pouvoirs publics? Michael, si je te dis maintenant que non, il ne fallait pas attendre, ça règle quel problème?
pour décrire un tout petit peu le système. Oui, le système lui, qui est en place pour dire je pense, moi, mon avis, c'est qu'il y a un temps pour gouverner, décrier. c'est prévoir, c'est anticiper. Je suis voilà, d'accord. ouais. Je pense qu'il y a un temps pour décrier, il y a un temps pour critiquer. Et de toutes les façons, en tant que médecin, je pense que ce n'est pas vraiment notre rôle pour le moment. Notre rôle, c'est de, tout en reconnaissant des manquements, et ces manquements ne sont pas propres à notre pays, parce que je me suis rendu compte qu'en France, quand j'écoute les commentaires et ainsi de suite, on se rend compte qu'ils étaient aussi impréparés que nous. Peut-être qu'ils avaient plus de 30 machines, ils en avaient plus, mais le résultat, c'est une impréparation incroyable. Les États-Unis, c'est encore pire. Donc, notre pays ne peut pas être félicité à ce niveau-là, mais ils se diront que, bon, ils sont dans le lot. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, ma position, c'est qu'en ce moment, nous n'avons pas le temps de commencer à décrier. C'est peut-être votre rôle pour le moment. Nous, notre rôle, c'est communiquer aux populations, leur dire que ce qui paraissait être comme une fiction, comme une invention, comme de quoi, nous y sommes pleins. Et quant au début, et moi je suis allé à beaucoup d'invitations sur les plateaux de télévision pour répéter ce message. Le message que le gouvernement répétait, il faut faire attention, il faut vous protéger, il faut rester chez vous. Tout ça demeure d'actualité. Tout ça demeure d'actualité parce qu'il faut leur dire que le pire est à venir. Et le pire est à venir, ça veut dire que chacun doit se débrouiller pour rester chez lui, s'il n'a rien à faire dehors. Et s'il sort, respecter un certain nombre de règles simples, éviter les regroupements de personnes, les mesures de distanciation. On y reviendra tout à l'heure. Pour rester justement sur les médecins, pensez-vous que le Cameroun en dispose assez? Je ne vais pas dire qualifié, parce que vous me diriez justement que la maladie est nouvelle, comme on l'a dit tout à l'heure, assez de personnel pour faire face à la pandémie. Et vous disiez vous-même tout à l'heure, le pire est à venir. Pensez-vous justement que nous soyons prêts du point de vue de médecins, de personnel soignant pour faire face à ce qui arrive effectivement? Je pense personnellement qu'avec ce que nous avons, nous pouvons déjà faire beaucoup. Parce que la chance que nous avons avec cette maladie, c'est qu'il est déjà démontré. Et je parle sous le contrôle d'un certain nombre de confrères qui font de la réanimation et qui font de la médecine, des soins intensifs et ainsi de suite. En parlant sous leur contrôle, il est déjà avéré qu'on n'a pas besoin d'être hyper spécialisé pour prendre en charge cette maladie. Il suffit d'être capacité, c'est-à-dire qu'on vous donne un certain nombre de compétences ponctuelles concernant cette maladie pour pouvoir vous en sortir. Je prends un exemple. Nous savons maintenant qu'il faut prendre les malades en charge le plus précocement possible. On n'a pas besoin d'être spécialiste pour prescrire de la chloroquine et de l'azithromycine. Ça, c'est exactement et parfaitement dans les cordes de tout médecin. Dans les critiques qui font état de ce que chaque médecin prend la parole pour en parler, on sera attendu à avoir seulement des épidémiologistes, des biologistes, des microbiologistes. Ça, c'est autre chose. C'est autre chose parce que la communication, c'est quelque chose de précis. Je voulais parler pour prendre en charge. Je sais, vous êtes un spécialiste de la communication et vous savez que c'est quelque chose de précis, ça ne s'improvise pas. C'est pas parce que j'ai un doctorat en médecine que je vais m'improviser communicateur. Ça, c'est clair. À partir de là, les gens peuvent venir sur les plateaux de télé, communiquer un peu de manière, je dirais, hasardeuse. Ça, c'est autre chose. Maintenant, sur le plan de la prestation médicale, de la pratique médicale, pour prendre en charge ces cas de Covid-19, on n'a pas besoin d'être super spécialiste pour le faire. Les premiers cas précoces sont parfaitement dans les cordes de tout médecin généraliste, qui a d'ailleurs eu l'habitude, certains ont eu l'habitude de prescrire la chloroquine, ou alors maintenant ont l'habitude de prescrire les médicaments contre le paludisme. C'est de cet ordre-là. Donc quand on prend le cas très tôt, il n'arrivera pas à un stade où on est obligé de l'amener en réanimation, où là alors il faudra des spécialistes.
Ok. Êtes-vous au fait de nombreuses plaintes de patients qui font état de ce que certains médecins boudent les consultations désormais, refusent justement ces consultations en cabinet et bien d'autres préfèrent parfois le faire au téléphone et autres. Est-ce à dire que la peur a pris le dessus? Non, je pense qu'il faut... parce qu'il y a beaucoup d'informations qui circulent. Oui. Hein, et les gens racontent tout et n'importe quoi. Et d'ailleurs, ce qui est inquiétant, c'est que de temps en temps, on observe quelqu'un qui a effectué un certain cheminement à travers les hôpitaux. Oui. Un jour, aller s'asseoir et inventer une histoire qui n'a aucune relation avec la réalité qu'il a vécue. Donc ça, c'est la première chose. Maintenant, est-ce que les médecins boudent? C'est un système qui a été mis en place. Et ce système a été mis en place par la riposte. Pourquoi? C'est pour éviter la dissémination du virus. C'est pour ça qu'un certain nombre de préoccupations peuvent être réglées par téléphone. Et d'ailleurs, moi, il y a beaucoup de personnes qui m'appellent. Quand elles m'appellent, j'ai ceci, j'ai cela et tout, sans être un grand spécialiste de la prise en charge du Covid, oui. Mais nous avons quand même pu acquérir un certain nombre d'informations par rapport, et ainsi de suite. Oui. Mais la première chose, c'est de dire aux gens, quand il n'y a pas de choses vraiment, je dirais, percutantes, il faut leur dire de rester chez eux. Hein? Et parfois, c'est cette histoire où quelqu'un veut dire, est-ce que je peux venir vous voir? Le médecin dit vraiment, vous avez quoi? J'ai ceci, cela. Restez chez eux. Les gens, ils sont en train de confondre tout et croire que le médecin ne veut pas les c'est juste pour les confiner chez eux, premier objectif, les protéger eux-mêmes. Oui. Deuxième objectif, protéger les autres. Ouais. Donc, il y a des critères précis qui maintenant peuvent permettre à ce que le médecin dit « viens me voir », évidemment, dans cette histoire-là. C'est pour éviter, parce que comme je peux vous le dire, beaucoup de choses peuvent être faites à domicile. Comment évaluez-vous la riposte du gouvernement à ce jour, docteur Atedjoué, un mois après la découverte, ou alors la découverte justement de du premier cas de ce virus dans notre pays? Un mois après, comment évaluez-vous la riposte? Moi, l'évaluation, parce que pour faire une évaluation, il faut tenir compte d'un certain nombre de paramètres. Oui. Mon évaluation du travail que je fais, moi, peut parfois dépendre de votre attitude, vous. Vous comprenez? Oui. Ça veut donc dire qu'on peut m'évaluer parce que le travail que j'ai fait n'a pas été couronné de succès. Non pas parce que je n'ai pas fait ce que je devais faire, mais c'est parce que ce que vous deviez faire n'a pas été fait. Et comme moi, je n'ai pas la main sur ce que vous devez faire, ça aboutit à l'échec. Oui. Ce n'est pas une façon de dire que le gouvernement a bien fait les choses. Non, reconnaissons. Et je pense qu'ils sont eux-mêmes les premiers de temps en temps à le reconnaître, qu'ils sont un peu débordés. Ils sont débordés. Hein? Maintenant, à côté du débordement qui est le leur, reconnaissons qu'il y a quand même une indiscipline incroyable. Moi, j'ai entendu dire que maintenant, pas de regroupement, on ferme les bars, on envoie les policiers pour faire... Mais ce n'est pas opérant. Pourquoi? Parce que tous les soirs, à côté de chez moi, il y a un bar qui ferme la porte et dedans, ils sont en train de boire. Vous imaginez ce que ça peut donner? Nous avons des cas où des gens que nous croyons cérébrés adoptent quand même des attitudes tellement dangereuses et qui sont de nature à favoriser la dissémination de ce virus. Donc, dans ce genre de contexte, il faut savoir que toutes les ripostes qu'on peut mettre en place peuvent avoir tendance à patiner un peu. Et si en plus notre riposte à nous est insuffisante, vous comprenez que nous puissions avoir un certain nombre de soucis. Si je comprends bien, si notre riposte patine un peu aujourd'hui, c'est dû de plus en plus peut-être à 80% au fait de l'insouciance, l'irresponsabilité, l'inconscience même de nombreux citoyens. Absolument. On nous parle toujours de ces deux avions.
Oui. Vous vous rappelez de ces deux Effectivement, avions? Aix-en-Bruxelles, c'est... Voilà. Imaginons un seul instant que si les choses s'étaient passées différemment. Si ces gens avaient accepté de se confiner, c'était, comment dirais-je, avaient décidé de respecter ce qui leur avait été demandé. Peut-être le plan de riposte gouvernemental serait au point maintenant, parce qu'on aurait juste 2-3 cas à gérer. Et c'est pour ça que je vous disais que le succès dépend toujours de plusieurs paramètres. Tout à fait. Parfois, on maîtrise certains, parfois, on ne maîtrise pas les autres. Lors d'une conférence de presse donnée juste après le début de cette crise, le docteur Guy Sandjong, qu'on a largement cité dans cette émission, président de l'Ordre national des médecins du Cameroun, faisait sa voix, il s'inquiétait de ce que le ministère de la Santé publique semble se retrouver seul dans le combat contre ce coronavirus. Il voulait parler de quoi? Mais vous n'avez pas cette impression? Parce que quand on parle de riposte ou de lutte contre la pandémie, nous avons déjà les mesures que le Premier ministre a prescrit, les 13 plus 7, ainsi de suite, plus les 7. Quand vous examinez ces mesures, pensez-vous que seul le ministre de la Santé peut les mettre en œuvre? Je dis, j'ai participé à une émission de télévision dans une des chaînes concurrentes et j'étais avec une dame qui est une des personnes ressources des vendeurs d'un marché de la place. J'ai cité le marché Mbopi. On dit, elle se plaignait quand on dit aux gens, lavez-vous les mains, et elle dit que dans ce marché-là, il n'y a pas une seule borne fontaine. Il n'y a pas un seul robinet. Ils vont se laver les mains comment? C'est pour dire que je pense que la lutte à cette pandémie devrait être concertée. Ça ne devrait pas être le seul, ça c'est mon avis, le seul ministre de la Santé qui serait à courir à gauche, à droite, comme il le fait, mais il devrait être fait par d'autres. Et donc, quand le président de l'Ordre national des médecins se plaint du fait que le ministre de la Santé semble être seul, c'est pour dire que, bon, peut-être il faut de l'eau, il faut la police pour faire respecter les motos, ils sont toujours à 4-5 sur des motos. Ils sont dans les bars là. Il faut peut-être la police. Le ministre de la Santé ne peut pas le faire. Le ministre de la Santé ne peut pas apporter de l'eau aux populations. Le ministre de la Santé ne peut pas communiquer tout le temps. Il faut peut-être que d'autres aussi communiquent. Ainsi de suite. Je pense que c'est de ça qu'il C'était il y a un mois. Avez-vous le sentiment que quelque chose a changé? Moi, j'ai pas ce quelque sentiment. chose a évolué. J'ai pas ce sentiment. Mais on voit la police. Vous avez cité la police, par exemple, tout à l'heure, qui est obligée de faire partie des gens des bars dans la nuit. Ah oui, peut-être parce que le bar qui est à côté de moi, il est toujours actif. C'est pour ça que je ne vois pas. Un autre débat est né, docteur Atedio, autour des chiffres communiqués par le ministère de la Santé publique. Un peu plus de 1000 malades. Beaucoup estiment que ce nombre est sous-évalué aujourd'hui dans notre pays. De votre point de vue, si l'on procédait à des tests massifs, comme l'a d'ailleurs prescrit le gouvernement, c'est l'une des stratégies du ministère de la Santé publique en ce moment. Si l'on procédait effectivement à ces tests massifs, est-ce qu'on en serait seulement là? Non, moi je vais vous dire franchement, moi je sais que les chiffres officiels, il faut les nuancer. Il faut les nuancer, ils sont certainement sous-estimés. Et ils sont sous-estimés une fois de plus, je ne pense pas comme certains l'ont dit qu'ils veulent cacher je ne sais pas quoi. Il y a des critères bien précis pour dire que tel est décédé ou est atteint de Covid-19. Ces critères sont soit des critères cliniques, soit des critères liés au fait qu'on a posé un diagnostic et ainsi de suite. Il serait quand même anormal que quelqu'un décède peut-être d'autre chose juste parce qu'il avait mal à la tête, il a eu la fièvre, on estampille Covid-19. Ce qui fait donc que, et ça je l'observe partout, j'ai suivi le cas de la Chine dernièrement, qui a rectifié ces chiffres. La France a rectifié ces chiffres parce que la collecte n'est pas toujours contemporaine au moment où on doit faire la communication. Mais en tant que médecin qui suit sur le terrain, qui observe les choses, moi je suis convaincu que ces chiffres sont sous-estimés, sans pour autant
aller dans le sens de ceux qui croient que c'est pour cacher quoi que ce soit. Et moi, je pense que le ministre de la Santé, je suis d'ailleurs très fier de lui parce que dès le début, il a pris l'option de la transparence. Oui. Et je peux vous dire, on n'a pas l'air de le constater, s'il n'avait pas pris cette option de la transparence, tout le temps raconté, parce que parfois il embêtait déjà un certain nombre de personnes tous les jours. Avec des tweets. Par contre, cette transparence a quand même, je dirais, sensibilisé un certain nombre de personnes qui, à force de répéter, ont commencé à se convaincre qu'il y a quand même un problème. Mais pourquoi avoir pris l'option de ne plus communiquer sur le nombre de malades, par exemple? Je ne sais pas. Là, vraiment, il faudrait qu'on lui pose la question. Ouais. Mais moi, je pense si ce n'est pas une intention de cacher quelque chose. Non, comme je le disais tout à l'heure, hein, peut-être c'est aussi lié au fait qu'il est débordé. Je viens de le dire. Maintenant... On a tellement de malades qu'on n'a plus la possibilité c'est possible. Peut-être de les comptabiliser tous les jours. Donc peut-être qu'il faudrait attendre que les remontées arrivent, que ce soit consolidé pour qu'on donne. Parce que moi je vois par exemple le nombre de malades, après c'est parti, on consolide, on dit il y a déjà 1000, je ne sais pas 1000 combien, ainsi de suite. Mais maintenant, peut-être c'est une option, c'est une stratégie, je ne sais pas laquelle il faudrait lui demander. Mais pourquoi ne procède-t-on pas à ces tests massifs-là qui paraissent justement comme les indicateurs les mieux à même de renseigner sur le nombre de malades? On l'avait annoncé, on a fait envoyer une équipe ici à Douala, mais beaucoup de ménages disent n'avoir justement pas aperçu ces équipes-là qui étaient supposées procéder à ces tests dans les quartiers et autres. Mais depuis lors, plus de réelle communication autour de ces tests massifs-là. Qu'est-ce qui fait problème? Pourquoi? Moi, je pense qu'il ne faut pas qu'on se cache la vérité. Il ne faut pas que nous croyions... On n'en a pas les moyens. Non, il ne faut pas qu'on se cache la vérité. Je dis quand j'écoute, parce que la question que vous me posez là, c'est la même question que j'écoute tous les matins aux États-Unis, machin. Pourquoi on ne fait pas les tests massifs? Pourquoi on ne fait pas les tests massifs? C'est nous qui l'avons annoncé comme stratégie. Écoutez, mais eux aussi partout annoncent. Hein. Je sais que quand on pose la question au président Macron, pourquoi ne fait-on pas les tests massifs? Ils l'ont annoncé. Aux États-Unis, même chose, un peu partout. Mais pourquoi ne les font ne les font-ils pas? Mais ils le font peut-être un peu plus que nous. Non, écoutez, ce qui est normal, par comparaison, ce qui est normal, oui. Voilà. Pourquoi ne les font-ils pas? La raison est claire. Il ne faut pas qu'on se cache la vérité. C'est qu'il n'y a pas assez de tests. Il n'y a pas assez de tests, soit parce qu'on n'en a pas encore fabriqué assez, et nous le savons. Ailleurs, on dit qu'on n'a pas encore fabriqué assez de tests pour lancer ainsi de suite. Vous comprenez que nous qui n'en fabriquons même pas, et qui sommes tributaires... des fabrications qui sont de l'étranger, notre situation est encore pire par rapport à ces autres qui eux-mêmes ont la capacité de fabriquer. Donc ce qui est réel, c'est qu'en ce moment, il n'y a pas assez de tests, raison pour laquelle la stratégie qui a été mise en place par l'organe chargé de la riposte, c'est mettre en place un certain nombre de critères. Hein, un algorithme décisionnel qui permet de manière précise et plus ou moins efficiente de tester des personnes. Mais je reconnais que cette technique, cette méthode peut avoir des limites, mais elle a déjà l'avantage d'être... Je voudrais qu'on aborde une question, docteur Atedjo, qui a beaucoup fait parler au début de cette crise. Beaucoup avaient cru que le gouvernement déciderait d'un confinement général de la population au début de la crise, au-delà des arguments économiques, socio-économiques qui ont été évoqués sur la difficulté à vivre des populations après un confinement général, si jamais on venait de décider de ce confinement. Du point de vue scientifique, qu'est-ce qui peut expliquer, selon vous, qu'on n'en soit pas arrivé là, qu'on n'en soit pas arrivé à ce confinement général? Du point de vue scientifique, je ne sais pas. Je ne sais pas si on peut avoir une explication scientifique. Sauf si on fait quand même une extension à la notion de science. Parce que ce que moi je peux dire, c'est que nous observons des choses. Et le fruit de nos observations peut expliquer pourquoi on n'a pas pu confiner. Quelle explication? L'une des premières raisons, c'est que quand on dit on va confiner,
il faut déjà que moi j'ai quand même la possibilité chez moi d'emmagasiner peut-être une semaine hein, de réserve pour vous pouvoir tenir. Oui. Objectivement, est-ce que c'est tout Camerounais a cette possibilité-là? Mais non, il y en a qui sortent tous les jours, soit parce qu'ils n'ont pas un frigo, soit parce qu'ils n'ont même pas de quoi acheter, de quoi mettre en réserve. Oui. Donc, il faut considérer toutes ces personnes-là. C'est pour ça que j'ai élargué les considérations socio-économiques. Mais ça, c'est les raisons primordiales. En vous demandant si techniquement, il y a une autre raison qui peut expliquer... Non, moi, je pense que ça, c'est la raison essentielle. Oui. C'est la raison essentielle. Je veux dire, il peut y avoir d'autres raisons techniques et tout. C'est la raison essentielle. C'est que le confinement général, tel qu'appliqué ailleurs, n'est pas possible chez nous. Ailleurs, d'ailleurs, même quand on a épuisé ses courses, il y a encore quelqu'un qui vous pouvez commander par Internet, vous pouvez téléphoner et tout, et on vient vous remettre les courses à la maison. C'est pas possible chez nous. Avant d'aller chercher les autres raisons, je pense que ça, c'est la raison essentielle. Oui. D'autres médecins, certains de vos confrères d'ailleurs, estiment que le Cameroun a simplement choisi l'option de l'immunité collective. Vous allez nous expliquer d'ailleurs de quoi est-ce qu'il s'agit, de l'immunité collective plutôt que le confinement. D'abord, c'est quoi l'immunité collective et c'est quoi cette option effectivement? Comment est-ce qu'elle s'implémente sur le terrain? L'immunité collective, c'est le fait que au bout d'un certain temps, le virus, c'est-à-dire à force de circuler entre nous, oui. Un certain nombre de personnes vont contracter le virus. Et en contractant ce virus, évidemment, certains vont faire la maladie, oui. vont mourir. D'autres vont faire la maladie, ne vont pas mourir. D'autres ne vont pas faire la maladie. Ceux qui vont faire la maladie sans mourir vont développer des résistances. Oui. Ceux qui vont contracter le virus sans faire la maladie vont développer des résistances. Donc, immunité collective parce que nous allons nous passer le virus de main en main, ainsi de suite et oui. tout. C'est ce qu'on appelle l'immunité collective. Oui. Sauf que... Est-ce que vous avez le sentiment que c'est la stratégie qui a été choisie? Non, je pense vraiment, moi, mon sentiment n'est pas celui-là. Mon sentiment n'est pas celui-là parce que je pense d'ailleurs que les questionnements sur l'immunité collective, c'est ces derniers temps qu'on entend parler. Oui. Et d'ailleurs, les spécialistes commencent à élaborer un certain nombre de stratégies en disant à l'aune de la connaissance de la maladie. Oui. Parce qu'avant, personne ne connaissait comment fonctionnait cette maladie-là. Oui. Mais maintenant qu'on connaît comment elle fonctionne, comment elle réagit et tout, oui. les spécialistes commencent à élaborer des stratégies telles, oui, on laisse tout le monde se balader, se passer le virus, mais on confine, oui, écoutez, oui, mais on confine les couches les plus fragiles et vulnérables. Oui. Et les couches les plus vulnérables, c'est qui? C'est les personnes d'un certain âge, oui. c'est les personnes d'un certain âge qui ont un certain nombre de maladies, oui. c'est même parfois des personnes jeunes qui ont ces mêmes maladies, c'est elles les plus vulnérables. Donc la théorie consisterait à confiner ces personnes-là, oui. parce que si elles touchent la maladie, c'est terminé, en attendant, parce que pour le moment on attend un vaccin oui. et on attend aussi un traitement qui est en cours d'évaluation. Oui. On se dit donc que si maintenant on confine ces personnes vulnérables et on laisse les autres dans la mêlée, il se passe le virus, on aura donc une immunité collective qui va faire en sorte que ces gens-là seront immunisés et les autres peut-être on aura un traitement pour que dès qu'ils contractent la maladie, ils font la maladie, on peut les soigner de manière efficace. Mais sauf que pour le cas du Cameroun, docteur Atedio, on n'en est pas là. Ces personnes qui ont ces facteurs de comorbidité ne sont pas vraiment celles qui sont protégées, qui sont mises à l'écart et bien d'autres. Et pourtant, on n'est pas à un confinement. Au Cameroun, aucun confinement n'a été décrété, ça c'est clair, il faut que nous soyons clairs là-dessus. Alors les populations sont libres de sortir et bien d'autres conditions de se protéger, bien sûr, comme on le prône chaque jour. Mais quand vous observez tout cela, effectivement, s'il n'y a pas confinement, c'est évident qu'il y a une sorte de déconfinement, je vais dire ça ainsi, même si le confinement vient après, le déconfinement vient après le confinement. Et donc, la thèse de l'immunité collective peut donc moi, je pense peut peser une davantage. Fois de plus, en pensant à ces conséquences, les conséquences justement
que l'on peut obtenir avec cette thèse de l'immunité collective, avec ces personnes avec des facteurs de comorbidité dont vous parlez tout à l'heure, qui ne sont pas protégées, qui ne sont pas mises à l'écart, des personnes âgées, des personnes qui ont du diabète, l'hypertension et bien d'autres. Est-ce que c'est pas dangereux, grave? Une fois de plus, oui. Chaque fois que j'essaye d'actionner mes connaissances actuelles sur ce qui a été élaboré comme stratégie, je ne pense pas avoir entendu un seul instant que quelqu'un a émis une théorie étant celle de dire, bon, laissons les gens pour qu'il y ait une... Peut-être sans le dire. Peut-être sans le dire, mais auquel cas c'est du hasard. Ouais. Ça veut dire que ça n'a pas été préparé, ça n'a pas été voulu, mais c'est au hasard. Est-ce que vous voyez le gouvernement venir au devant de la scène, dit, mais écoutez, puisque nous nous trouvons dans une situation où nous ne pouvons pas procéder au confinement, on va vous laisser, effectivement, comme vous l'expliquez tout à l'heure, vous faire passer la maladie et bien d'autres. Il n'y a personne. Alors, ça suppose donc qu'on peut laisser la population aller donc à cette stratégie-là, moi, ce que je veux dire, sans l'informer, sans lui dire que c'est ce qui se passe. Oui. Peut-être pas le dire comme ça, mais on le saura. On le saura que ça a été l'option retenue par. Hein? Et pourquoi je dis que je ne pense pas que ce soit une stratégie ou bien une stratégie qui a été voulue? Parce que ces théories de l'immunité collective par rapport au Covid-19, c'est ces dernières semaines qu'on en parle. Et on en parle au fur et à mesure qu'on comprend comment fonctionne la maladie. Hein? C'est maintenant qu'on a compris, même déjà la physiopathologie, quels sont les mécanismes par lesquels la maladie arrive à créer des dégâts importants qui arrivent à conduire à la mort. On commence à avoir un peu plus de clarté dessus ces derniers temps. Et c'est sur la base de ces connaissances que les gens se disent, mais au lieu de faire confiner tout le monde, moi j'ai aussi entendu cela, au lieu de confiner tout le monde, ce qui est délétère pour l'économie, pour les machins, ceci, cela, pourquoi ne pas confiner uniquement ceux qui sont des personnes à risque et laisser les autres partager leur virus et tout? C'est ce qui se dit. Mais je vous dirais déjà quelque chose, c'est que plusieurs stratégies ont été adoptées. Il y a certains qui ont pris la décision de ne pas confiner, de ne confiner personne. Hein? C'est une stratégie particulière et ils ont pris cette stratégie par rapport à un certain nombre de données. Et maintenant, en prenant un certain nombre de décisions de précaution pour faire avancer leur stratégie. Chez nous, on a pris une autre stratégie qui est celle, je pense, et c'est pour ça qu'il y a eu tant de communication, celle d'essayer de responsabiliser les individus. Parce que vous comprenez que si on responsabilise les individus, moi je sais que je dois rester chez moi, je ne dois pas aller au bar, ainsi de suite. Quand nous causons, vous et moi, nous sommes à 2 mètres de distance. C'est déjà une barrière. Dès que je sors là, je me lave les mains. Je sais que les portes d'entrée, c'est les yeux, le nez, la bouche. Je ne me frotte pas les yeux, je ne mets pas mes doigts dans le nez ni dans la bouche. Si chacun a cette autodiscipline, je suis sûr qu'on serait aussi arrivé à un autre résultat. Mais docteur, au-delà de ces règles d'hygiène que vous citez, les mesures barrières et bien d'autres, qui sont les mesures communes à tous les pays, il faut le dire, justement, il y a des stratégies, mais je voudrais poser la question pour rester sur le confinement général. Y a-t-il une alternative à ce confinement général qui ne soit pas l'immunité collective? Vous avez dit tout à l'heure que vous n'étiez pas très d'accord avec l'affaire sur l'immunité collective, mais y a-t-il une alternative? Moi, personnellement, je pense, et je vais vous le dire, c'est que je pense que si les gens étaient disciplinés, on serait, je veux dire, dans une autre situation. Je veux dire, si les gens étaient disciplinés et si un certain nombre de choses leur étaient permises par rapport à leur confort financier ou je ne sais pas quoi, on serait dans... Parce que le fait de dire aux gens de rester chez eux, le fait de ramener tous les enfants des écoles, sachant que les enfants sont des distributeurs très efficaces, le fait de se dire quelqu'un peut sortir, on n'interdit pas de sortir, mais au cours des sorties, il faut avoir des comportements responsables.
Si tout le monde avait fait attention à cela, on peut se passer de confinement général. Moi, j'entends parler du cas de Taïwan où il n'y a pas eu de confinement général, mais il y a eu un certain nombre de précautions qui ont été prises. Mais évidemment, les populations asiatiques ont quand même la réputation d'être très disciplinées, ce qui n'est pas notre cas. Je pense que en dehors du confinement général, qui, si vous l'observez bien, est souvent une des dernières alternatives. Vous avez vu en France, on a d'abord dit laisser. Après, on s'est rendu compte que les gens font n'importe quoi. Et c'est à ce moment que le président a décidé confinement général. Et quand on s'y prend tard, on voit les résultats aujourd'hui. Absolument. En France, en Italie même et autres. Une fois de plus, on ne connaît pas. Ici, on Au début, on ne connaissait pas. Petit à petit, on connaît. Ça veut dire, si vous observez le cas de l'Allemagne, qui a connu l'infection un peu plus tard que l'Espagne, l'Italie et tout le reste. Ils ont de bons résultats. Ils ont de bons résultats, pas parce qu'ils sont très forts, c'est parce qu'ils sont arrivés à un moment où on avait une meilleure compréhension de la maladie et surtout où on avait déjà les résultats d'un certain nombre de stratégies qui ont été prises par d'autres pays. Certaines qui n'ont pas marché, ils les ont abandonnées. D'autres qui ont plus ou moins marché, ils les ont adoptées. Certains en sont à se réjouir, docteur Atedjo, au regard des chiffres autour de la maladie au Cameroun, de ce que le plan de riposte du Cameroun marche très bien. Mais vous évoquiez tout à l'heure cette indiscipline-là, cette indiscipline caractérisée de nos compatriotes et autres. Est-ce que justement à côté de ce plan de riposte, on avait des citoyens un petit peu consciencieux, qui respectent les mesures et autres? Vous pensez que les chiffres seraient... les chiffres donnés actuellement seraient peut-être vrais, puisque vous-même vous avez dit tout à l'heure que vous n'étiez pas très d'accord avec ceux qui sont convaincus. Et depuis que nous parlons, vous avez dû le ressentir. Oui. J'ai la ferme conviction que si les gens étaient disciplinés, nous n'en serons pas là. Si les gens avaient été disciplinés, le peu de mesures qui ont été mises en place, le peu de mesures et le peu de moyens qui ont été mis en place auraient pu effectivement permettre de contenir. Je repars toujours de ces avions du 17. Et je suis un peu triste parce que j'ai l'impression qu'on a même d'ailleurs décidé de la fermeture des frontières 2 jours avant. 2 jours en retard. Ouais. On aurait dû le faire 2 jours avant parce que les avions... 2 premiers cas, oui. Tous les cas que nous avons reçus qui étaient les 2 premiers cas étaient des cas importés et nous le savions. Oui. Mais nous avons décidé à un moment, nous n'avons pas décidé à ce moment de tout fermer. Et pourquoi? Il y a des raisons. On était pris en otage par cette histoire du CHAN et ainsi de suite et tout. Et c'est quand la CAF a décidé qu'il n'y a plus de CHAN que les mesures efficaces ont pu être prises. Et malheureusement, au moment où on prend les mesures efficaces, on se retrouve une fois de plus avec des citoyens inconscients, indisciplinés, qui nous arrêtent. Je pense encore à la situation qui arrive maintenant au Septentrion. Oui. Voilà une zone qui était protégée. Oui. Jusqu'à 2-3 jours, la zone était protégée. Maintenant, on est dans une incertitude totale. Pourquoi? Une fois de plus, à cause de l'indiscipline et de l'inconscience de nos concitoyens. 9 régions sur 10, puisque vous parliez du Septentrion tout à l'heure, 9 régions sur 10 désormais touchées par le Covid-19 au Cameroun. De quoi faire peur, non? C'est clair que c'est de quoi faire peur. Et c'est d'autant plus effrayant que il y a un certain nombre de facilités qu'il y a dans certaines régions qu'il n'y a pas dans d'autres. Oui. Et nous savons donc que là vraiment c'est de l'incertitude et on ne sait pas. Évoquons à présent, docteur Atedjo, le protocole de traitement. L'on parle de plus en plus de la chloroquine. Et je reviens au docteur Guy Sanjean, le président de l'Ordre national des médecins du Cameroun. Au cours de la conférence de presse que nous évoquions plus haut, il faisait état d'une sorte de prudence autour de la chloroquine qui était de plus en plus évoquée comme médicament pour soigner le coronavirus au Cameroun. Il conseillait cette prudence. Quelle est votre position aujourd'hui? Quelque chose a changé? Mais la position de tout le monde a changé. Je vous ai dit tout à l'heure que cette histoire de coronavirus, c'est le petit enfant de 1 an
qui se lève et qui commence à marcher. Au moment où il commence à marcher, il se lève, il ne sait pas comment ça fonctionne, comment il va faire. Et au fur et à mesure, il élabore un certain nombre de réflexes qui lui permettent maintenant de marcher avec assurance. C'est la même chose que le coronavirus. Donc aujourd'hui, vous prescrivez de l'azithromycine, de toutes les façons, nous savons que au début, il y avait prudence généralisée. Parce que les effets positifs ou bien l'efficacité de la chloroquine n'étaient démontrés que dans un tube à essai, in vitro. Nous n'avions aucune étude qui pouvait nous dire que c'est efficace in vivo. Et malheureusement, les scientifiques, les médecins aiment bien un certain nombre de choses qui soient normées. Il a fallu qu'on tombe sur quelqu'un qui est atypique et qui dise que non, moi, la chloroquine, on l'a prescrite pendant 40 ans. Elle n'a tué personne, entre guillemets, ou alors elle a fait moins de dégâts que le Covid. Et puis on dit que dans un tube à essai, ça inactive ou bien ça limite la réplication du virus. Pourquoi ne pas? Je donne. Maintenant, ce que vous avez observé dans les télévisions, là, comment on appelle ça, les contradictions entre scientifiques, c'est comme ça que ça se passe tout le temps. C'est la vie de la science. Et c'est tout ça, argument contre argument, qui permet d'aboutir à quelque chose d'efficace et de bien accepté par tout le monde. Donc maintenant, ces gens se disent, nous allons le faire. Tant qu'à faire, si ce n'est pas efficace, bon, c'est tout. Mais s'il arrive que ça peut sauver, je ne sais pas, 10 personnes sur 100, ce sera toujours 10 personnes sur 100. Et au fur et à mesure, on nous dit que oui, ça serait quand même efficace. Et il faudrait être un imbécile pour ne pas changer son nom, parce qu'il paraît que c'est les seuls qui ne changent jamais d'avis. Hein? Donc, comme tout le monde n'est pas imbécile, on se dit, ah, ça marche, essayons-le. Et notre expérience locale, c'est que ceux qui essayent ce protocole, on a l'impression que ça marche, puisque les personnes qui sont prises à temps, avec ce protocole, on les tire d'affaire. Les 396 personnes, près de 400 personnes annoncées, guéries, comment ont-elles recouvré la santé, docteur Atedjo? Quel est le protocole qui leur a été administré? De la chloroquine? Non, il n'y a pas 10 000 protocoles. Ce que vous devez savoir, il n'y a pas 10 000 protocoles. Ici, au Cameroun, ou partout dans le monde, les gens utilisent le même protocole, qui est celui de la chloroquine. Chloroquine. Maintenant, ça peut être l'hydroxychloroquine ou bien la chloroquine phosphate, c'est deux. Ça, c'est autre chose. Mais tous utilisent quasiment le même protocole. La chloroquine, l'azithromycine. D'autres, maintenant, ajoutent à la lumière de ce qu'on connaît maintenant, ajoutent d'autres familles d'antibiotiques. D'autres ajoutent des anticoagulants parce qu'on sait déjà que la maladie, c'est peut-être pas par tel chemin que ça passe par tel autre et que si on met des anticoagulants, ainsi de suite. C'est les mêmes protocoles. Et au Cameroun, c'est le même protocole. Le seul problème que nous avons un peu connu, c'est que les praticiens ont été confrontés à un problème assez sérieux, c'est celui des médicaments frelatés. Et ça, c'est vraiment terrible. Oui, de la chloroquine falsifiée, qui circulait dans les officines et bien d'autres. Exactement. Et à ce sujet, docteur Atedjo, est-ce que ce n'est pas justement le vide, le manque, parce qu'on n'en a pas? J'allais vous poser la question autrement. On a parlé tout à l'heure de ce manque de respirateurs, de manque de lits pour nos malades. Est-ce qu'on ne va pas manquer de la chloroquine également pour soigner nos malades? Parce que le ministère de la Recherche scientifique et de l'Innovation avait fait part de ce qu'il attendait. Il attendait un signal du ministre de la Santé publique pour engager la production et autres. Mais après, s'est posé le problème d'intrants. Est-ce que finalement, nous ne sommes pas parents pauvres à tous les niveaux? Est-ce qu'on va manquer même de la chloroquine pour soigner nos élèves? Moi, je pense que c'est une évidence que nous avons un certain nombre de faiblesses à plusieurs maillons de la chaîne, je ne sais pas, industrielle ou de fonctionnement de notre pays. Mais il faut quand même reconnaître quelque chose, c'est que la chloroquine, ça fait plus de 10 ans qu'on ne l'utilisait plus, qu'elle a été retirée du marché.
Elle a été retirée du marché, non pas, comme certains le disent, à cause des effets secondaires, mais elle a été retirée du marché parce qu'elle était objet de beaucoup de résistance par rapport aux parasites qui donnent le paludisme. C'est pour ça que l'OMS a décidé qu'on mette en place des protocoles différents pour protéger les students. Vous imaginez donc que depuis 10 ans, même si on la fabriquait chez nous, ça un peu, hein, tout ça s'est arrêté. Et s'il faut relancer la machine, il faudra effectivement avoir, comme on dit, des intrants qui arrivent de partout, ce qui est d'ailleurs le cas de tout le monde. Mais le seul problème que nous avons, c'est que ça arrive à un moment où tout le monde a besoin de la chloroquine. Ça veut donc dire que avoir ces intrants, ça ne va pas être facile parce qu'il y aura une compétition qui ne dit pas son nom. Oui. Mais Dieu merci, nous avons quand même vu qu'il y a certaines bonnes âmes qui maintenant nous viennent en aide pour nous assister à acquérir un certain nombre de... Éternel assisté, finalement. Comme vous dites. Bon, maintenant, on ne va pas faire la fine bouche maintenant. Hein. On ne va pas bouder de toute façon. On ne peut pas bouder. Ouais. Mais pourquoi, docteur, la maladie fait moins de ravages en Afrique qu'en Europe? Là aussi, on a lu de nombreux développements qui parfois ne tiennent pas et autres. Pourquoi? Qu'est-ce qui peut expliquer cet état de choses? Bon, comme vous le dites, on a lu de nombreux développements, ainsi de suite, mais il faut reconnaître quelque chose, c'est que, je le répète une fois de plus, on connaît mieux la maladie. Quand on fait les statistiques, à un moment, la moyenne d'âge des personnes qui décédaient de cette maladie était de 80 ans. Ça veut dire des personnes, pour nous, très âgées. Très âgées, oui. Et quand on regarde la pyramide, chez nous, les 80 ans, ils ne sont pas très... Ils ne sont pas si nombreux que ça. Ils ne sont pas si nombreux que ça. Ouais. Bref, l'une des observations, pour parler des observations qu'on a faites, c'est que les personnes les plus fragiles sont les personnes les plus âgées. Les jeunes personnes résistent mieux. Les personnes les plus fragiles sont celles âgées et qui ont d'autres facteurs de morbidité. Oui. Tu vois. Et ça aussi, chez nous, nous pouvons à partir de là dire que peut-être notre population pourrait être protégée à cause de son jeune âge. Ça c'est, comment dirais-je, la théorie qui me vient en attendant que les gens fassent des études plus précises pour dire est-ce qu'on résiste mieux, parce qu'on nous a dit qu'on résistait mieux en prenant l'exemple de la grippe, mais tout ça est tombé, hein, puisque nous attrapons autant que les autres. Y existe-t-il un autre facteur qui expliquerait qu'il y ait moins de morts en comparaison? La théorie sur le système immunitaire, par exemple, est-ce que ça tient? Bon, la théorie sur le système immunitaire, c'est une théorie qui mériterait donc d'être vérifiée. Donc nous devons attendre que les gens vérifient pour savoir si notre immunité est particulière et notre immunité particulière au point de nous permettre de résister à ce virus-là. Et restons sur la question de l'espérance de vie, docteur. Vous en avez parlé tout à l'heure. Plus de 75 ans en Europe, mais malheureusement 50 ans en Afrique. Et comment évoquer justement ce système immunitaire des Africains qui serait très fort pour résister à la maladie? Pourtant, on voit bien, 50 ans en Afrique, 75 ans en Europe pour l'espérance de vie, c'est paradoxal finalement. Maintenant, pour adopter votre théorie, il faudrait qu'on puisse démontrer que c'est le système immunitaire qui rallonge la vie. Hein? Donc, ou qui diminue la vie. Donc moi, je ne sais pas si le système immunitaire, c'est vrai que peut-être ça nous permet de résister, parce que le système immunitaire permet de résister à certaines maladies, mais pas à d'autres. Tout à fait. Vous voyez? Donc je pense que le système immunitaire a certainement sa part dans la longévité d'une personnalité, puisqu'elle protège contre certaines maladies.
Mais je ne suis pas sûr que ce soit le facteur prépondérant. Parce qu'on venait de le dire tout à l'heure, il y a des facteurs de développement, il y a des facteurs de ainsi de suite. La mode à présent, et chez nous d'ailleurs, docteur, c'est le port de masque. Le port de masque, le gouvernement l'a prescrit dans les 7 mesures qui ont suivi les 13 premières édictées par le Premier ministre. De votre observation, les Camerounais adhèrent-ils vraiment à cette option, le port de masque? Mais comme vous l'avez dit tout à l'heure, quand je sors dans la rue, j'ai vraiment l'impression que c'est une mode. Parce que de plus en plus, je ne sais pas si comme ça au hasard, je dirais qu'il y a un minimum de 80% qui ont leur masque quand je sors dans la rue. Et ça, c'est quelque chose de rassurant. Oui. C'est d'autant plus rassurant qu'il y a une autre discussion qui est née par rapport à la qualité des masques. Je pense qu'il faut quand même accepter, quel que soit, même si le masque est imparfait, le simple fait que j'ai mon masque, que vous ayez votre masque. Si on met en plus une distance entre nous, ça fait 3 barrières. Le mien imparfait, la distance et le vôtre imparfait, tout ça devient parfait pour nous protéger. Et des masques en tissu, effectivement, j'imagine que c'est de ça que oui. Vous parlez justement. Chacun en fabrique sans respecter les normes et bien d'autres. Ça, malheureusement, mais comme vous pouvez l'imaginer, il y a dans certains pays où on a dit, même si vous n'avez pas de masque, mettez un tissu. C'est pour vous dire que mieux vaut avoir un tissu simple que de ne rien avoir du tout. Et sur l'utilisation de ces masques Sur l'utilisation, je ne sais pas, j'ai le mien ici et c'est très important de dire aux gens, parce que je pense qu'il fallait le dire. Oui. Celui-ci, c'est un masque un peu particulier qui est un masque plus efficace. Masque chirurgical? C'est pas vraiment le masque chirurgical, parce que le masque de chirurgie, c'est celui qui va comme ça et qui va là, qui est un masque anti-projection. D'accord. Ça veut dire ce masque, quand je le mets, ce n'est pas pour me protéger moi, c'est pour vous protéger. Si je tousse, si j'éternue, ça bloque tout. Vous comprenez? Maintenant, ce que je voulais dire par rapport au masque, il faut que les gens sachent que quand je mets mon masque, je vais mettre le mien, et c'est très important. Dès que je l'ai mis comme ceci, bon, en tissu et tout, donc je le mets. Dès que je l'ai mis et que je l'ai utilisé, je ne devrais plus le toucher par ici. Si je dois toucher, c'est toujours vers les côtés. Ça, c'est très important. Pourquoi? Parce que le masque, il filtre. Imaginez-vous qu'il y ait tous ces virus qui circulent dans les gouttelettes de salive qui viennent échouer ici. Et puis, à un moment, moi, je vais toucher mon masque à ce niveau-là, je me contamine automatiquement. Donc, à chaque fois que je veux le réajuster, c'est toujours sur les côtés. Sur les côtés. Quand je veux l'enlever, c'est toujours sur les côtés. Et quand je l'ai enlevé, s'il m'est arrivé de toucher là où il y a la surface filtrante, je dois me laver. Et de toutes les façons, quand je l'enlève, je dois me laver les mains immédiatement. Donc c'est très important, éviter les gens qui tout le temps touchent leur masque par devant, parce que ce n'est pas très efficace. Maintenant, est-ce que le Camerounais lambda, c'est un autre débat, a la possibilité de s'offrir 2-3 masques par jour, puisqu'il est demandé de le changer après 3 heures? Je parle de justement, raison pour laquelle on a autorisé, et même dans les pays industrialisés, qui nous suivent, sur ce coup-là, ils nous suivent. On commence à coudre des masques en tissu. Achetez vos 2 masques en tissu. Est-ce qu'on peut porter un masque en tissu toute une journée, par exemple? Moi, je dis si on fait attention à ne pas toucher, ou alors si on touche par inadvertance, qu'on aille se laver les mains, why not? Why not? Parce que nous n'allons pas aussi demander aux gens qui ont déjà la bonne volonté de mettre les masques et compliquer encore leur vie en leur disant... Moi, de toutes les façons, moi, je travaille dans des endroits très dangereux. Je travaille dans des endroits très dangereux où le virus circule tout le temps. Je dois m'astreindre tout le temps à changer de masque. D'accord. Alors, vous avez commencé à l'évoquer tout à l'heure, le gouvernement envisage un retour à l'école d'ici pour le 1er juin prochain. Pensez-vous que ce soit une prévision réaliste?
Personnellement, au début, quand je causais avec les confrères, certains plus compétents que moi dans la gestion de ces problèmes épidémiologiques et la gestion des épidémies, tous étaient d'accord de considérer que l'atterrissage, ce ne sera pas avant juin-juillet. Donc, j'imagine que les autorités et le président de la République, avant de prendre cette décision, a pris conseil. A pris conseil et un certain nombre de facteurs ont été pris en compte avant qu'il n'annonce cette date. Et tout le monde que j'ai vu, tout le monde s'accordait à dire c'est juin, juillet. Maintenant, c'est des prévisions. Il est possible que les choses tournent mal et puis on va une fois de plus réajuster. Vous avez parlé du pic tout à l'heure en signifiant que nous ne l'avons pas encore atteint. De votre point de vue, le pic de cette maladie sera atteint autour de quelle Moi, je période? pense que le pic, c'est en mai. Je pense que le pic, c'est en mai. À quoi pourrait-on s'attendre quand on parle de pic? Ça peut être quoi? Incertitude totale. Mais la seule chose qui est certaine, c'est que quand on parle de pic, ça veut dire beaucoup de malades. Maintenant, quel est le nombre? Quelle est la charge, le poids de tous ces malades sur les infrastructures en place? Je ne saurais le dire. Alors, je voudrais que nous évoquions quelques questions, puisqu'il nous reste quelques minutes seulement, docteur Atedjo, pour sortir de cette émission, des questions relatives au fonctionnement de l'Ordre national des médecins du Cameroun, dont vous êtes le secrétaire général. La première question sur la résolution, comment résoudre les problèmes des médecins généralistes sortis d'école et en attente de travail. On sait qu'il y en a un très grand nombre au Cameroun. Est-ce que l'Ordre national des médecins du Cameroun se penche sur ces questions? Michael, il ne se passe pas une seule réunion, tout au moins les réunions auxquelles j'ai assisté avec le ministre de la Santé et un certain nombre d'autorités, sans que le président de l'Ordre évoque cette question. Je vais déjà revenir un peu en arrière, à l'époque où il y avait, je ne sais pas, 70 facultés dans ce pays et ainsi de suite. Le problème qui se posait était déjà celui-là. On se disait qu'avec toutes ces facultés, comment faire pour absorber la production? Donc, la situation est assez difficile. Ce que je sais, c'est que avec l'ancien ministre de la Santé déjà, en association avec le ministre de l'Enseignement supérieur, il y a un certain nombre il y a une réflexion qui avait été engagée pour déjà changer le statut du médecin hospitalier, ouvrir un certain nombre de postes qui pourraient être rémunérateurs. Ça veut dire les médecins en spécialisation et tout pourraient être rémunérés en tant comme ça se fait partout ailleurs. Et je sais aussi que dans cette optique, il a été décidé la création d'un certain nombre d'hôpitaux et de centres divers pour essayer déjà d'absorber tout cela. Mais nous avons, en ce qui concerne les médecins, deux problèmes. Il y a le problème de l'emploi qu'on ne trouve pas et le problème de la rémunération qui est quand même ridicule. Tout à fait. Qui est totalement ridicule. Et je sais que le président de l'Ordre national des médecins, exprimant à l'occasion le sentiment du Conseil de l'Ordre, n'a jamais raté une occasion pour en parler au ministre de la Santé, qui est l'employeur des médecins. Parce que, comme vous le savez, le plus gros lot des médecins sont employés par le ministère de la Santé et la fonction publique. Donc, c'est un problème préoccupant, mais pour lequel l'Ordre n'a pas de réponse. Et d'ailleurs, ce serait étonnant que l'Ordre puisse avoir des réponses. Donc, tout ce que l'Ordre peut faire, c'est le plaidoyer auprès des personnes responsables pour dire « faites attention, faites attention ». Une autre question qui se pose de plus en plus, c'est celle relative à la formation
jugé un peu faible ces derniers temps des médecins avec des écoles, des facultés et autres, des écoles qui s'ouvrent partout. Est-ce qu'on ne devrait pas arriver à une harmonisation, une sorte d'harmonisation des enseignements dans ces facultés, dans toutes ces écoles de formation qui se créent et bien d'autres pour qu'au final, on ait une formation de qualité pour les médecins qui sont quand même des sauveurs de vie. Michael, ce que je vais déjà vous révéler, c'est que il y a quelques années, quand il y a eu justement cette bataille pour la fermeture des facultés, comment dirais-je, l'un des points essentiels qui étaient défendus par l'ordre, c'était justement l'harmonisation. Pourquoi? Parce qu'on avait des facultés, une faculté qui prenait 2 500 000 francs de frais de scolarité, alors que d'autres étaient, je ne sais pas combien, d'autres qui adaptaient leur effectif en fonction, évidemment, je pense, du budget qu'ils voulaient atteindre, ainsi de suite. Évidemment, les formations, c'est-à-dire les enseignements, étaient tellement divers que ça n'avait plus de sens. Donc, l'ordre a engagé un combat pendant un certain nombre d'années qui a finalement abouti à la fermeture, parce que le ministre de l'Enseignement supérieur, sous les directives du Premier ministère, avait demandé un audit. Cet audit a été fait et a ramené des choses inimaginables qui ont fini par convaincre tout le monde que peut-être que l'ordre des médecins avait raison et qu'il fallait. Donc, on a édicté un certain nombre de critères qui ont amené à la fermeture de toutes ces formations, ces établissements de formation médicale. Et on a retenu 6 qui sont, donc ça veut dire qu'il y en avait 4 étatiques et 2 privés. Et dans la foulée de ces fermetures, le président de la République a créé une commission nationale de la formation médicale, pharmaceutique et odontostomatologique. Laquelle formation a eu pour objet maintenant d'harmoniser tous les processus. Les enseignements et Comme autres. vous savez, le concours est unique. Tout à fait. Les enfants font exactement le même concours sur toute l'étendue du territoire. Comme vous savez, l'examen passage premier, deuxième cycle existe la même chose. L'examen final est unique. Donc au niveau des enseignements, les choses sont harmonisées. Elles sont harmonisées. Mais je pense que la seule faiblesse qui existe maintenant quant à la solidité des enseignements, c'est qu'il faudrait améliorer le corps enseignant qui, au vu du nombre de facultés, n'est pas encore assez solide. Quelles sont les relations qu'entretient l'Ordre national des médecins du Cameroun avec des médecins camerounais basés à l'étranger? Il y en a énormément dans la diaspora camerounaise. On les a vus à la faveur de cette crise sanitaire qui sont intervenus pour apporter leurs expertises dans de nombreux débats télévisés, radio et autres au Cameroun. Ils sont nombreux à travers le monde. Quelles relations entretenez-vous? Les relations sont au beau fixe. Ce que je peux dire, c'est que depuis que le président Sanjon a été élu, il a eu pour cheval de bataille de plus ou moins de ramener, parce que lui dit qu'il veut ramener les médecins au Cameroun. Pourquoi ils ne reviennent pas? C'est à ça que je voulais Non, mais c'est aboutir. quelque chose, il faut aussi être réaliste. Je veux dire que nous venons de parler de quelque chose de la clair modicité ici. du salaire. Et non autres. seulement la modicité du salaire, mais il n'y a même pas d'emploi. Autant de choses. Nous n'avons pas assez de postes. Nous n'avons pas des salaires solides. Et en plus, les conditions de travail ne sont pas idéales. Pourquoi voudrez-vous que quelqu'un qui travaille, qui a un bon salaire et tout, revienne au Cameroun? C'est ça le problème. Donc, le docteur Sanjon a quand même décidé de rendre le Cameroun attractif, et avec l'ancien ministre de la Santé et un certain nombre d'autorités, il a commencé à créer des représentations de l'Ordre national des médecins dans tous ces pays-là.
C'est ainsi qu'aujourd'hui, l'ordre des médecins est représenté en Italie. Il y a un bureau italien, il y a une filiale, si on peut appeler ça comme ça, en France, hein, en Belgique, en Grande-Bretagne, aux États-Unis. Donc il y a des... Et ça veut dire que ces gens-là sont en fait des démembrements de l'ordre national camerounais vers ces pays-là. Hein, ce qui permet de tenir les troupes de ce côté-là dans un certain environnement qui est identique au nôtre. Bien évidemment, c'est cette solidarité qui a été créée qui permet maintenant de se dire que l'ordre des médecins a dit qu'on va offrir tant. Oui, c'est l'ordre des médecins, mais c'est parfois les démembrements à gauche, à droite. Je venais de voir une correspondance envoyée par notre bureau de Belgique qui a décidé d'envoyer les fonds pour participer justement à cet effort d'achat des équipements pour protéger les confrères. Combien coûte l'inscription à l'ordre national des médecins au sein de l'ordre pour... combien coûte l'inscription? Il faut débourser combien par un médecin pour s'inscrire au sein de l'ordre des médecins? Pour s'inscrire, c'est peanut. C'est peanut. Il faut payer, on appelle ça les frais de siège. Parce que comme vous savez, l'ordre des médecins est, je dirais, presque l'une des rares sociétés, organisation socio-professionnelle qui a son siège et ainsi de suite. Donc beaucoup de personnes ont saigné pour que ce siège soit mis en place. Donc en ce moment, un jeune médecin pour s'inscrire, c'est 0 franc. Est-ce que tout c'est... 0 franc, pourquoi? Parce qu'au cours de la dernière assemblée générale, les médecins ont constaté que les jeunes confrères qui sortent, qui n'ont pas de travail et qui parfois restent pendant longtemps ils ont décidé que les premières années, c'est 0 franc. J'allais vous demander justement, est-ce que tous ces jeunes médecins qui sortent de l'école sont inscrits? De plus en plus, sinon, ils s'inscrivent systématiquement. Ils s'inscrivent systématiquement. Pourquoi? Parce que pour pouvoir exercer, ils doivent être inscrits et ils doivent avoir prêté serment. Et tous ceux qui sortent des écoles camerounaises s'inscrivent systématiquement. Ceux qui sortent d'ailleurs s'inscrivent aussi systématiquement, sauf que la procédure est un peu plus complexe parce que les diplômes venant de l'étranger doivent être authentifiés par le ministère de l'Enseignement supérieur. Merci, docteur Gervais Atedjoué, d'avoir accepté cette invitation de Parole d'Homme. Merci Michael. De toutes les façons, il faut reconnaître que je suis tout à fait honoré parce que à chaque fois que vous nous donnerez l'occasion de transmettre un certain nombre de messages à nos concitoyens, ce sera toujours bienvenu pour nous. Et pour finir, je pense qu'il faut rappeler. Quelques conseils. Quelques conseils, naturellement. Restez chez vous. Mais il ne faut pas demander aux gens de rester chez eux et ne pas décréter un confinement. Voilà le paradoxe. Je dis donc, écoutez bien. Et beaucoup se demandent, c'est pour sortir docteur, peut-être pour rigoler. Et ce que j'ai également entendu dans la rue, comment nous demande-t-on de rester chez nous et de porter le masque en même temps? Est-ce que ce n'est pas paradoxal? Non, c'est mal, c'est peut-être parce qu'on a mal compris. Restez chez vous. Quand je suis chez moi, je ne porte pas de masque, c'est clair. Hein? Parce que quand je suis chez moi, je sais que tout le monde chez moi est confiné. Il y a un certain nombre de règles qui sont respectées. Et si j'ai mon masque, j'ai plus besoin de rester chez moi? Maintenant, quand je sors, c'est pour ça qu'il n'y a pas de confinement. Parce que je dis, restez chez vous. Si vous pouvez. Et quand je dis restez chez vous, c'est en précisant si vous n'avez rien à faire dehors. Et je poursuis en disant que si, par extraordinaire, vous êtes obligé de sortir, respectez un certain nombre de règles. Première règle, sortez masqué. Deuxième règle, lavez-vous les mains tout le temps, fréquemment, ou alors désinfectez-les avec une solution hydroalcoolique. Troisième règle, évitez les attroupements. Évitez les attroupements. Et quand vous êtes obligé d'être à côté des gens, respectez la distance minimale
d'1 mètre. Et en général, en règle générale, ne vous frottez pas les yeux avec les mains, ne mettez pas vos doigts dans le nez, ne mettez pas vos mains dans la bouche. Si vous voulez tousser ou éternuer, faites-le sur le pli du coude, dans le pli du coude. Ça, voilà. c'est très important. Pour les enfants, ils ne sont pas en vacances scolaires, ils sont en confinement. Donc, pas question de les envoyer chez les grands frères, chez les grands-pères. Pas question de les envoyer vendre les archis dans la rue. Dans la rue, ainsi de suite. Vendre les masques. Parce que les grands vendeurs de masques, c'est les enfants dans la rue. Considérez que eux, ils distribuent la maladie avec une efficacité à nul autre pareil. Donc, si vraiment les gens peuvent comprendre cela, ce sera... Merci, docteur, pour ces conseils. On espère qu'ils ne sont pas tombés dans des oreilles de sourds. Madame, Messieurs, merci d'avoir suivi cette autre édition. Respectez les règles d'hygiène qui viennent d'être édictées une fois de plus par notre invité ici sur notre plateau. Merci d'avoir suivi. Et rendez-vous mardi prochain avec un nouvel invité. Bonsoir.